Grandet, la victoire alliée. Les premières victoires américaines se déroulent chronologiquement avant les victoires soviétiques. Mais leurs conséquences sont moins spectaculaires. Ce sont des victoires aéronavales qui permettent aux États-Unis de reprendre la main dans le Pacifique. La bataille de Midway, juin 1942, marque ainsi le début du repli japonais. À partir d'août 1942, avec le débarquement de Guadalcanal, débute le véritable reflux japonais dans l'ensemble du Pacifique. Au début de 1942, l'Africa Corps de Rommel est aux portes d'Alexandrie. Mais en octobre 1942, le général anglais Montgomery mène une contre-attaque fulgurante qui permet de repousser les troupes de Rommel, les troupes allemandes. Cette contre-offensive se termine par la victoire d'El Alamein, qui marque un véritable tournant sur ce front. À partir de là, les troupes nazies sont sur le recul et finiront par être chassées d'Afrique du Nord en 1943. Effectivement, les Américains débarquent à Alger le 8 novembre 1942, c'est l'opération Torche. Ce débarquement permet de prendre en étau les troupes de l'Africa Corps, qui sont chassées en mars 1943 d'Afrique du Nord. Ce débarquement américain à Alger a deux conséquences importantes. En France, la zone sud dite libre est immédiatement envahie par les Allemands. En mars 1943, les troupes alliées ont reçu le renfort des troupes françaises libres commandées par le général Leclerc. Conjointement, elles repoussent les Allemands jusqu'en Tunisie, puis en Sicile. Les troupes allemandes et italiennes capitulent en Tunisie en mai 1943. À partir de cette date, plus aucun soldat de l'Axe ne demeure en Afrique. La victoire des Alliés est vraiment en marche. À la suite de leur victoire en Afrique du Nord, les troupes alliées débarquent en Sicile le 10 juillet 1943. L'île est conquise en août. Face à cette avancée alliée, l'Italie se divise politiquement. Mussolini est destitué et emprisonné. Un gouvernement provisoire est mis en place, mais Mussolini est libéré par un commandant nazi et il prend le contrôle de l'Italie du Nord en fondant la République de Salo. Dans ce contexte, les Alliés débarquent en Italie. Au prix de combats très violents, l'Italie est peu à peu reconquise. En juin 1944, les Alliés atteignent Rome, qui est déclarée ville ouverte. Il faudra attendre le printemps 1945 pour que les Alliés réussissent à conquérir le nord de l'Italie, défendu par les nazis, sur la ligne gothique. Mussolini, de son côté, est arrêté par les partisans communistes et exécuté en avril 1945. Cette résistance farouche en Italie fait reposer le poids de la guerre sur les seuls soviétiques, qui certes avancent inéluctablement, mais payent un lourd tribut à cet effort de guerre considérable. Par l'invasion, les soviétiques contraignent aussi la capitulation des alliés de l'Allemagne, Finlande, Roumanie, Hongrie, Bulgarie. La Yougoslavie, de son côté, se libère seule. La résistance yougoslave communiste, dirigée par le général Tito, vient à bout des troupes allemandes. À la conférence de Téhéran, Staline obtient l'ouverture d'un front à l'ouest pour éparpiller les troupes de l'Axe, contre lesquelles ils ont essentiellement à combattre. Le 6 juin 1944, les Anglo-Américains débarquent en Normandie sous le commandement unique d'Eisenhower, c'est l'opération Overlord. Le 15 août 1944 avait débarqué en Provence l'armée française, commandée par le général Delatte de Tassigny. Aidés dans leur progression par la résistance française, les Alliés entrent dans Paris le 25 août 1944. Aidés par la résistance française qui multiplie les sabotages et les attentats, les Alliés progressent rapidement en France après la dure bataille de Normandie. Le 25 août 1944, c'est la 2e division blindée du général Leclerc qui rentre dans Paris, ce qui permettra à De Gaulle de prononcer son fameux discours à l'hôtel de ville de Paris, « Paris libéré », etc., etc. Donc, vous reviendrez sur ce discours, c'est un discours fondamental dans la mémoire de la guerre française. Vous reviendrez en terminale sur ce discours mémorable, puisqu'il va marquer
puisqu'il va marquer les mémoires officielles de la France en instituant la mémoire résistentialiste. Les troupes de Normandie et de Provence font leur jonction en septembre 1944, Strasbourg et les Birin en novembre 1944, les Alliés franchissent le Rhin en mars 1945. Hitler souhaite encore poursuivre la lutte en utilisant de nouvelles armes, les fameux V2, les premiers missiles de l'histoire, mais le Reich s'effondre en quelques semaines, les Soviétiques marchent sur Vienne et sur Berlin. Ils font la jonction avec les Alliés occidentaux en avril 1945. Hitler se suicide le 30 avril 1945 dans son bunker à Berlin. La capitulation allemande est demandée le 2, accordée le 8 mai. C'est la fin de la guerre en Europe. Sur le front pacifique, depuis l'été 1943, les États-Unis avaient repris les îles Marshall, les îles Carolines, les îles Mariannes et les Philippines. Les Japonais ne sont plus en état de mener d'attaques massives, mais ils résistent en se regroupant autour de leur archipel et en menant des attaques désespérées, les fameux kamikazes. L'île d'Okinawa tombe aux mains des Américains en avril 1945, mais au prix de combats très meurtriers. Le général américain MacArthur, commandant en chef des troupes américaines du Pacifique, pense que le Japon est à la portée des troupes américaines, mais la résistance nippone risque de se prolonger pendant de longs mois, voire plusieurs années. Pour mettre fin à cette résistance japonaise et pour épargner la vie des soldats, Harry Truman, président des États-Unis depuis la mort de Roosevelt, décide d'utiliser une arme nouvelle, la bombe atomique. 2 bombardements atomiques se produisent à 3 jours d'intervalle sur Hiroshima et Nagasaki. Nous reviendrons sur cette question de la justification de l'utilisation de l'arme atomique. La situation militaire et la résistance japonaise l'expliquent-elles à elles seules? Nous verrons que la question est bien plus compliquée. Parallèlement, l'URSS déclare la guerre au Japon et envahit la Mandchourie conformément aux engagements pris lors des accords de Yalta. Le 15 août 1945, l'empereur du Japon, Hirohito, annonce la reddition de son pays. La capitulation est signée le 2 septembre 1945. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment comprendre cette guerre? Comment comprendre la résistance jusqu'au boutiste de l'Allemagne et du Japon? Comment comprendre l'acharnement des pays alliés à se battre? Et comment une résistance a-t-elle pu se mettre en place malgré la désagrégation des États malgré la désorganisation et la désagrégation de l'État? Il faut d'abord comprendre que c'est une guerre idéologique, marquée par l'affrontement de 3 systèmes totalement opposés. L'alliance entre le communisme soviétique et les démocraties occidentales contre les forces fascistes et militaristes de l'Axe n'était que circonstancielle. Toute victoire ne peut être que carthaginoise, c'est-à-dire se solder par l'anéantissement total de l'adversaire. Cette intégration d'une dimension eschatologique explique la violence des combats et des engagements jusqu'au boutiste de ses participants. À Berlin, les derniers défenseurs ne sont pas des unités de la Wehrmacht, mais les débris de la division SS Nordland, composée de Néerlandais, Scandinaves et Français, mais aussi de jeunes Hitlerjungens âgés de 13 à 16 ans. À Okinawa, la population civile préfère se jeter massivement du haut des falaises plutôt que de tomber sous le contrôle américain. L'utilisation massive de kamikazes par l'armée japonaise illustre le caractère fanatique de ce conflit. Cette Seconde Guerre mondiale est enfin marquée par une mobilisation des énergies humaines, militaires, mobilisation des soldats, de la main-d'œuvre, des cerveaux. Dans tous les domaines, les Alliés, particulièrement les États-Unis, disposaient d'une incontestable supériorité. Mais l'Allemagne et le Japon surrésistaient en déportant massivement une main-d'œuvre concentrationnaire, en encadrant très sévèrement les combattants par des organisations politiques impitoyables. L'exploitation éhontée de la zone dominée par les puissances de l'Axe leur permit de fournir à leur industrie des matières premières et l'énergie indispensable à leur fonctionnement. La recherche fut aussi mise à contribution pour mettre en place les ersatz comme l'essence de synthèse. Malgré ses pillages et son ingéniosité, l'Allemagne et le Japon ne purent résister à la puissance industrielle des Alliés, s'appuyant sur la maîtrise de gisements de matières premières quasiment inépuisables et la domination logistique, notamment des flux aériens et navals. On a donc là la définition totale, on a donc là la définition de ce qu'est une guerre totale, c'est-à-dire que l'ensemble de la population et des moyens techniques, financiers, industriels sont mis au service
d'une seule cause, la victoire militaire. On a donc là le parachèvement de ce que l'on avait vu pendant la Première Guerre mondiale. La première moitié du siècle est donc marquée par la totalisation des conflits.